Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Niwad Info pour le plateau de l'invité. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette année, la campagne de sensibilisation a eu pour thème investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette édition 2024 a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Pour les leaders de l'association togolaise pour le bien-être familial, ATBF, c'est l'occasion de mener une double action en faveur des jeunes en initiant le projet Ado Avance Ensemble. Qu'est-ce que c'est et quels en sont les objectifs attendus? On en parle avec mes invités en plateau. Jules Brokoum, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Charlotte, merci pour l'accueil que vous nous réservez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, assistant programme à l'ATBF et vous êtes en compagnie de Madame Odile Aziaka, assistante médicale à la clinique principale de l'ATBF Lomé et point focal genre de l'ATBF. Bienvenue. Merci Charlotte, je suis très ravie d'être avec vous sur ce plateau. Un plaisir partagé. Et notre troisième invitée sur ce plateau, Mayaba Samata Amdiat, présidente régionale de mouvement d'action des jeunes mages en antenne maritime de l'ATBF. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Nous allons parler donc des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Justement, Madame Odile, dites-nous, comment définissez-vous cette notion? Merci Charlotte. Avant d'aller directement sur la définition, j'aurais aimé présenter les services, les points de prestation, c'est-à-dire les différentes cliniques de l'ATBF sur le territoire togolais, puisque nous allons débattre beaucoup de sujets sur les différents services que nous offrons dans les structures. Donc, il serait bien que ces structures soient bien connues. Alors, je dirais que l'ATBF a plusieurs cliniques, particulièrement à Lomé. Nous avons 2 cliniques. Il y a la clinique principale d'où je viens directement. Nous avons également un centre qui est à Angomé. Ça, c'est le centre d'excellence qui est vraiment adapté aux jeunes. En dehors de cela, nous avons un centre d'imagerie. Là, toutes sortes d'analyses d'imagerie qui se font à ce niveau-là. En dehors de ça, Lomé, quand on arrive à Davier, nous avons un centre des jeunes également à ce niveau. À Atakpamé, nous avons une clinique à Atakpamé et à Kara, à Sokodé ainsi que à Kara. Donc, nous avons sur tout le territoire togolais nos cliniques qui disposent des différents services comme suit. Habituellement, les gens, quand ils entendent parler de l'ATBF, ils ont tout de suite l'idée sur les planifications familiales. Mais néanmoins, nous faisons beaucoup de choses à l'ATBF dans nos centres de prestations comme la prise en charge des cas de violence basée sur le genre. Et cette prise en charge, nous sommes plus spécialisés dans la prise en charge médicale et psychologique. Et quand vous parlez de clinique, dites-nous, est-ce qu'il s'agit d'une clinique médicale? Oui, c'est des cliniques médicales que nous avons dans tous ces territoires-là. Donc, ils offrent des services de santé. Et je disais que nous faisons l'offre des services de violence basée sur le genre et nous sommes plus spécialisés dans la prise en charge médicale et psychologique. Mais néanmoins, nous travaillons en synergie avec d'autres structures qui interviennent dans les autres prises en charge des cas d'agression, parce que pour la prise en charge des cas d'agression, c'est tout un paquet qu'il faut offrir pour ces survivants pour s'en sortir de ces situations difficiles. En dehors de ça, nous faisons l'offre des services médicaux, c'est-à-dire la consultation médicale, la consultation pédiatrique, nous faisons les analyses, l'échographie, nous faisons la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, et nous faisons la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, nous faisons la consultation des consultations prénatales, c'est-à-dire suivre la femme depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, et nous avons les blocs opératoires également pour les cas difficiles qui ne peuvent pas accoucher eux-mêmes. Et là, nous intervenons par la césarienne pour les aider à accoucher. Il y a à part ce bloc également, nous faisons les nodurectomies, hystérectomies. Et en dehors du bloc, nous faisons également les consultations gynécologiques pour les femmes qui désiraient avoir d'enfants, ils se sont mariées, qui ont des difficultés. Elles peuvent venir se suivre chez nous à l'ATBF, ou bien des hommes qui ont des problèmes au niveau génital. Plein de trucs que nous offrons vraiment à l'ATBF. Il y a la vaccination, il y a l'offre des services conviviaux aux jeunes. Vraiment, nous aidons ces jeunes à être des jeunes
jeunes responsables dans le futur. Donc nous offrons ces différents services. Nous offrons aussi les services de dépistage des lésions précancéreuses, c'est-à-dire le cancer. Est-ce que le cancer a commencé? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Les conseils liés à tout cela. Et nous faisons la prise en charge des lésions précancéreuses aussi. Donc voilà à peu près en ramasser les différents services que nous offrons dans nos cliniques de la sur TBF. l'ensemble du territoire national. Oui. Merci pour ces détails, Madame Aziaka. Et si vous nous regardez dans cette émission, désormais, vous savez à qui vous adresser et ce que vous pouvez avoir comme assistance au niveau de la TBF si vous avez un centre très proche de vous sur l'ensemble du territoire national. Et je n'oublie pas qu'on va revenir à cette question au niveau de la TBF et dans vos différents centres de clinique. Vous recevez et les hommes et de même que des femmes, les jeunes de tout âge pour des besoins spécifiques. Mais vous mettez également l'accent sur les victimes des violences basées sur le genre. On voudrait alors comprendre mieux qu'est-ce que c'est les violences basées sur le genre. Merci Charlotte. La question revient. La violence, on peut le dire de façon plus simple en disant que c'est tout acte ou parole ou comportement qu'on peut adresser ou bien diriger contre une personne qui pourra lui causer des dommages ou bien de souffrance, que ce soit sur le plan physique. On peut taper quelqu'un, là c'est une sorte de violence. On peut toutefois même envoyer des paroles, des injures, c'est sur le plan psychologique et même vers le côté sexuel. Donc une fois que tu as posé un acte vers une personne contre sa volonté, c'est-à-dire sans son consentement, là on peut parler de violence. Votre collègue Jules Brocom le soulignait tout à l'heure, on note les traumatismes psychologiques, mais aussi parfois des violences physiques ou même sexuelles. Et pour prévenir et faire moins de victimes au Togo, 16 jours d'activisme contre ces violences basées sur le genre sont également observés. Mais durant ces 16 jours, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les actions au niveau de la TBF pour accentuer sur la sensibilisation? Merci Charlotte pour cette question relative aux 16 jours d'activisme à l'encontre des violences basées sur le genre. De manière globale, pour parler de ces 16 jours d'activisme, je dirais que c'est une action qui a commencé déjà dans les années 1991 avec la Ligue mondiale de leadership des femmes et qui a initié une activité. À partir de 2008, l'activité a été rendue mondiale avec les agences des Nations Unies et continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque année, à partir du 25 novembre. Le 25 novembre, qui est la date à laquelle a été instituée la journée mondiale pour l'élimination des violences à l'endroit de la femme, jusqu'au 10 décembre, qui est la date d'occurrence ou la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, entre ce gap-là, il y a 16 jours durant lesquels l'ensemble des acteurs qui se préoccupent du bien-être des femmes mènent un certain nombre d'activités afin de sensibiliser l'opinion mondiale, l'opinion nationale, l'opinion locale sur le phénomène des violences basées sur le genre qui touche particulièrement les femmes, les jeunes filles. Et en termes d'activité, cette année, le thème porte sur investir pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et en termes d'activité, nous avons réalisé des émissions radio, des offres de services ont été organisées et des conférences sont réalisées à l'endroit d'un certain nombre de publics, des actions de plaidoyer à l'endroit des décideurs sont également organisées. Voilà un peu ce que je peux dire en termes d'activités réalisées dans le cadre de ces 16 jours d'activisme. Et dans la continuité de vos activités, nous avons donc le plaisir de vous recevoir dans cette émission pour justement accompagner la mission de sensibilisation et porter cette voix très loin, au-delà du Togo, même en Afrique, où nous sommes suivis, et surtout au Mali, où Niwod vient de s'installer. Je m'adresse à vous à présent, Mayaba Samata Amdiat. Vous êtes la présidente régionale du mouvement d'action des jeunes mages. Il est important déjà à la base d'inculquer cette notion de prévenir les violences au niveau des jeunes. Vous êtes donc l'une des acteurs qui sont
principalement sur le terrain. Et justement, quand on parle de VBG, comment est-ce que vous, en tant que jeune femme déjà, vous abordez cette question avec les jeunes et quelles sont les formes de violence qu'on arrive à identifier dans nos communautés? Merci beaucoup Charlotte. Pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par les différentes formes de violence que nous observons aujourd'hui dans nos communautés. Alors, nous avons d'abord les violences physiques. Les violences physiques qui sont beaucoup plus mises en lumière. Et au-delà de ça, nous avons les violences psychologiques ou verbales. Nous avons également les violences économiques. Et donc, aujourd'hui, les violences psychologiques ne sont pas trop mises en avant parce qu'on s'attache juste à ce que la femme peut-être a eu sur le plan physique. Et également, il y a certains nombres de violences également, quand je parle des violences sexuelles aujourd'hui, qui prend en compte tout ce qui est harcèlement aussi au niveau des adolescents et jeunes qui constitue aujourd'hui une lutte que nous menons dans nos communautés à travers nos différentes sensibilisations. Donc, en dépit de ces différentes formes de violence que nous avons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en tant que jeunes, du MAJ surtout? Tout à fait. Nous faisons des sensibilisations à travers la péréducation, c'est-à-dire à l'endroit des adolescents et jeunes que nous sommes. Et nous faisons également des campagnes digitales de sensibilisation. Tout récemment, nous avons eu à faire cette campagne-là où nous avons énumérer tout ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que d'abord les VBG, comment est-ce qu'en tant qu'adolescents et jeunes, nous pouvons contribuer à éradiquer ces différentes formes de violence. Justement, quel est le canal? Comment est-ce que vous arrivez à atteindre la cible, notamment les jeunes? Comment vous les rassemblez? Comment vous les formez justement à prendre au sérieux la question? Alors, nous commençons tout d'abord par tout ce qui est renforcement des capacités, c'est-à-dire à travers des séances de formation. Au-delà des formations, maintenant, nous essayons de descendre sur le terrain avec nos pères éducateurs que nous sommes là. Donc, nous rassemblons les jeunes, que ce soit au niveau des centres d'apprentissage, que ce soit au niveau des écoles également, pour leur parler de vraiment ce que c'est que les VBG et comment cela nuit aujourd'hui à un adolescent ou à un jeune pour son avenir, parce que nous sommes des jeunes et adolescents, nous devons vraiment prendre en compte ces différentes formes de VBG qui existent dans nos sociétés. Comme on le dit toujours, nous sommes l'avenir de demain et c'est par nous que cela doit commencer si vraiment nous visons à éradiquer toutes ces formes de violence-là qui sont faites aujourd'hui à travers le genre. Alors, Odile Ziaka, quand on parle de genre, on pense tout de suite à la femme. Est-ce que, ma question c'est de savoir, mais comment est-ce que toutes les violences ont en genre, quel est le lien qu'on peut établir? Merci Charlotte. Bon, je dirais que avant d'arriver à ce que c'est que les violences basées sur le genre, pour qu'on puisse bien comprendre, il faudrait qu'on comprenne ce que c'est que le genre. Le genre, c'est une construction socio-culturelle des rôles féminins et comme des rôles masculins et des relations qui ont été créées entre l'homme et la femme par rapport aux attributs sociaux que nous recevons au cours de notre socialisation. Donc, en fonction de ça, si nous prenons l'exemple où il est dit que la femme doit être soumise à son mari, la soumission que l'homme n'a pas compris et vraiment que la femme est devenue comme esclave, comme je ne sais pas quoi, et un sujet, je ne sais pas, un objet pour l'homme, ou bien la femme à l'école n'aboutira à rien, que l'homme est le chef de famille, l'homme a le dernier mot. Tout ça a fait qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. Et du coup, en appliquant tout ce qu'on nous a inculqué comme attributs ou bien normes, il y a des normes qui sont néfastes, c'est-à-dire négatives, qui entraînent des effets négatifs sur les femmes. Donc, pour dire que violence basée sur le genre, c'est en se basant sur cette différence qui est entre l'homme et la femme et en lui impliquant des actes qui peuvent lui porter atteinte. C'est ce que nous appelons par les violences basées sur le genre. Donc, c'est tout en basant sur cette différence-là, en disant que non, ma femme, tu dois rester à la maison, s'occuper des enfants, parce que la femme, c'est son rôle de s'occuper. L'homme, c'est moi qui irai chercher l'argent. Mais toutefois, priver la dame de ses activités rémunératrices. C'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne peut pas faire autre activité. Donc là,
l'homme sous l'intention qu'il sera embêté plus tard si la femme commence pas à faire des activités, elle a des ressources de revenus, donc elle ne va plus lui respecter. Donc voilà, l'homme profite de ça pour priver la dame de ses activités rémunératrices. Donc c'est une sorte de violence économique. Bon, dire que toutes les violences sont des violences basées sur les gens, non. Il y a des violences qui ne sont pas basées sur le genre. Est-ce que la TBF, au-delà de l'assistance sur le plan médical ou même social que l'institution apporte aux personnes qui viennent vers vous, est-ce que vous intervenez également sur cet aspect culturel pour permettre aux uns aux autres de vraiment changer de mentalité sur, vous avez tout à l'heure identifié faire la différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous travaillez sur ces questions également? Merci Charlotte pour cette question. Odile a si bien décrit le rôle de la TBF qui met un accent sur la prise en charge médicale et psychologique. Mais je vais ajouter à ce qu'elle a dit que la TBF intervient au-delà des sites cliniques, mais intervient également à travers un certain nombre de programmes et de projets qui s'exécutent sur toute l'étendue du territoire. Et c'est en l'occurrence le projet Ado Avance Ensemble, dans le cadre duquel justement cette émission est organisée, qui vise à capaciter les jeunes, les adolescents, et particulièrement les adolescents non scolarisés, et donc qui vivent des situations de vulnérabilité, afin qu'ils puissent disposer justement des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne leur vie et s'épanouir véritablement. Donc, à travers ces actions, un certain nombre d'activités sont réalisées dans les milieux, dans les communautés, et ces actions justement visent, en s'appuyant sur les communautés, les acteurs locaux, les jeunes mages, sur les réalités même sur que les réalités vivent les du milieu, communautés. voilà, à identifier, analyser les réalités avec les membres de ces communautés et identifier les normes qui sont néfastes, des normes qui ressortissent de nos traditions, de nos coutumes, mais qui aujourd'hui créent de la souffrance auprès des filles, auprès des femmes. Et donc, au regard de cette souffrance-là, il est important. Vous pouvez nous donner un exemple concret d'une situation que vous avez vécue dans l'exercice de vos fonctions dans une communauté au Togo? L'exemple concret, c'est par exemple le mariage précoce des jeunes filles. Voilà. Une fille qui n'a pas encore l'âge d'être mariée. L'âge légal de mariage au Togo, c'est 18 ans. 18 ans. Mais les enquêtes nous révèlent que la plupart, beaucoup de filles sont mariées de force même. À quel âge, par exemple? À 15 ans, à 14 ans, quelquefois. Et donc, c'est des... Même moins. Il y a les cas de 12 ans que j'ai reçus la dernière. Des cas de 12 ans, des cas de 9 ans même. Donc, ces situations de déni du droit fondamental de ces filles-là constituent vraiment des violences, puisque c'est des violences qui sont exercées sur ces filles-là en raison de leurs caractéristiques féminines. C'est en cela que nous parlons de violence justement, basée sur le genre. Dites-nous, estimez-vous que les femmes et les jeunes filles sont particulièrement plus vulnérables et victimes de ces violences? Exactement, tout à fait. C'est des données probantes qui existent au niveau mondial. Durant leur vie, une femme sur 3 aura à subir une violence basée sur le genre. D'où justement cette préoccupation vraiment mondiale de mener des actions afin de créer un cadre protecteur, un cadre sécurisé de vie pour toutes les femmes et toutes les filles. Parce que les femmes et les filles constituent pratiquement plus de la moitié de l'humanité. Et ces violences basées sur le genre, justement, ne permettent pas à cette frange de la communauté de participer de manière pleine et entière au mouvement de développement. Parce que cela a des incidences, par exemple, sur leur accès aux opportunités d'emploi, leur accès aux opportunités d'éducation. Une fille qui tombe enceinte pendant qu'elle est à l'école, c'est sa scolarité qui est arrêtée. Les statistiques aujourd'hui nous révèlent, par exemple, qu'au Togo, dans le système éducatif, chaque année, nous avons environ 30 000 cas de grossesse. Et sur pas 30 000, 3 000 cas de grossesse. Et sur ces 3 000 cas de grossesse, environ 70% conduisent à l'abandon scolaire de ces jeunes filles-là. Et ces jeunes filles-là qui abandonnent les classes en raison des grossesses qu'elles ont subies pendant qu'elles sont à l'école ou pendant qu'elles sont en formation professionnelle,
est-ce que ce n'est pas des futurs premiers ministres que nous sommes en train d'éjecter du système comme ça? Alors qu'on est dans un contexte de décentralisation même où on encourage la participation citoyenne dans toutes les actions. Amdiat, vous êtes jeune, ça se voit. Quels sont les rapports que vous entretenez avec vos jeunes sœurs et frères sur le terrain? Est-ce qu'ils sont plus ouverts d'esprit à aborder la question sur les violences ou même sur la sexualité avec vous? Alors, parlons des violences, spécialement des violences basées sur le genre. Ce n'est pas toujours facile dans un contexte où aujourd'hui, déjà le bas âge, on nous a inculqué cette culture selon laquelle, voilà, comme l'a dit Madame Odile, l'homme est toujours supérieur à la femme. En tant que jeune fille, aller à l'école, ça n'aboutira à rien. Et donc, ça n'a pas toujours été facile d'aborder ces questions-là sur le terrain. Mais avec voilà, les clarifications de valeurs que nous avons, nous arrivons maintenant à amener nos pères jeunes à comprendre vraiment que ces violences-là nuisent à notre société. Pas seulement qu'à la jeune fille ou à la femme, mais de la société en général. Parce que aujourd'hui, si une femme est éduquée, comme on le dit si bien, c'est une nation qui est éduquée. Et nous savons très bien que les valeurs s'incluent de génération en génération. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne blâmons pas nos parents, nous ne blâmons pas nos arrière-grands-pères aujourd'hui, en fonction de chaque génération avec ses réalités. Exactement, parce qu'ils ne nous transmettent que ce qu'ils ont reçu effectivement. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est juste de leur amener. C'est une forme de négociation que nous faisons aujourd'hui pour leur faire comprendre justement, que le mot négociation, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a quand même, vous constatez une certaine forme de retenue, si vous permettez, d'hypocrisie, ou c'est juste de la pudicité pour aborder ces genres de questions? Parce que déjà, à la maison, ce n'est pas dans nos cultures d'en parler avec les parents, mais vous qui êtes, on va dire, entre guillemets, un peu étrangère à eux, comment est-ce que ça se passe concrètement? Moi, je dirais sincèrement que c'est une forme d'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie parce que nous le savons très bien. Nous savons très bien que ça existe. Ce sont des phénomènes qui existent aujourd'hui. Et nous savons également aussi qu'au niveau des adolescents et jeunes, la plupart du temps qu'ils passent, ce n'est pas à la maison. En majorité, nous passons notre temps en externe, c'est-à-dire dans un environnement externe, que ce soit à l'école, dans le centre d'apprentissage, dans le centre culturel, dans les fêtes, voilà. Et même si nous sommes en week-end, rarement les jeunes on reste à la maison, soit on est dehors avec voilà, les amis du quartier, tout ce qui fait que l'éducation qu'on reçoit à la maison, elle est là certes, mais il est plus probable que l'environnement externe aujourd'hui influence. Voilà. Et nous sommes à l'ère du digital aujourd'hui et en tant que jeunes et adolescents, nous sommes pleins également sur les réseaux sociaux quand on prend les TikTok, quand on prend les nouvelles réseaux qui sont vraiment là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que parents également, je dirais encore que c'est une forme de négociation pour leur faire comprendre que nous avons besoin d'informations et surtout de vraies informations. Parce que si aujourd'hui nous n'avons pas cette information-là à la maison, nous allons l'avoir dehors en fait. Il suffit qu'on aille à la recherche de cette information-là, nous allons la voir. Mais rien ne garantit vraiment que c'est la bonne information que nous aurons. Or, nous savons très bien que si les parents prennent sur eux la responsabilité là d'inculquer de bonnes informations à nous, enfants et adolescents que nous sommes, ça nous permet maintenant d'éviter les mauvaises informations là que nous allons avoir en externe. Alors, pour en venir à la question également de la sexualité aujourd'hui que nous abordons avec nos pères, comme je l'ai toujours dit, lorsque nous sommes seuls, voilà, ça marche beaucoup plus que lorsque voilà, c'est ouvert. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adolescents et jeunes, encore une fois, nous avons ces soucis de confidentialité là qui freinent vraiment notre accès aux services de santé sexuelle de la reproduction. C'est pour cela aujourd'hui, si nous avons également des plaidoyers à l'endroit des décideurs également, c'est de pouvoir créer des cadres vraiment spéciaux pour les jeunes. Et aujourd'hui, l'ATBF a vraiment une avancée dans ce sens-là, selon laquelle aujourd'hui nous avons un centre d'excellence jeune aujourd'hui qui est vraiment spécialisé dans l'écoute des adolescents et jeunes, qui les fournit des services adaptés vraiment à nos besoins et également à des heures vraiment propices. Et c'est de la même manière également lorsqu'on va dans les coordinations, dans les différentes antennes de l'ATBF aujourd'hui, quand on prend Davier, quand on prend également Sokode, Atakpami, jusqu'à la Cara, il y a également ces centres de jeunes là où il y a des prestataires qualifiés pour vraiment donner la bonne information aux jeunes et adolescents lorsqu'ils vont. Et aujourd'hui, l'ATBF également s'adapte au contexte numérique, voilà, en initiant tout ce qui est Info Ado Jeunes, qui est une application mobile que les jeunes peuvent télécharger et avoir accès à de très bonnes informations. Et également, il y a aussi la télémédecine. Ils peuvent avoir des rendez-vous à travers l'application, prendre des rendez-vous, discuter avec des prestataires sur leurs besoins spécifiques en lien avec la SCA. Et on leur prescrit également des ordonnances, toujours en ligne, qui peuvent aller à la pharmacie d'à côté, voilà, pour s'en procurer des médicaments si le besoin.
Vous l'aurez compris, on va le rappeler en tout cas avant la fin de cette émission, l'application que vous pouvez télécharger si vous êtes un parent, le télécharger sur le téléphone de votre enfant, ce qui va lui permettre justement de s'adresser à la bonne personne pour avoir les vraies informations. Elle a parlé de plaidoyer justement. Quelles sont les stratégies efficaces selon vous qui peuvent être mises en place pour prévenir efficacement et réduire de manière très significative les violences basées sur le genre dans nos communautés? Merci beaucoup Charlotte pour cette question. Les stratégies vraiment les meilleures pour essayer de prévenir les violences basées sur le genre. Vous avez déjà abordé la question en posant la question sur comment est-ce que nous agissons sur les normes sociales. Et donc c'est à travers des actions comme les sensibilisations dans les communautés, les sensibilisations de maths, mais aussi des renforcements de capacités, des acteurs clés comme les jeunes. Elle a parlé de père éducation tout à l'heure. Et justement, vous êtes un homme, comment est-ce que vous intervenez? Oui. On a la notion, on parle de he for she aujourd'hui. Oui. Vous, en tant qu'homme, mais aussi les jeunes garçons qui nous regardent, quel rôle vous jouez concrètement pour éradiquer ce fléau dans nos communautés? Bien sûr, c'est une des stratégies qui est menée, la contribution décisive des hommes et puis des garçons, et à travers le développement des activités de masculinité positive. C'est-à-dire où on amène l'homme à comprendre que exprimer sa masculinité, c'est pas nécessairement à travers la force, mais c'est aussi à travers des actions qui démontrent de l'affection, qui démontrent de la douceur vis-à-vis de la femme, qui démontrent du soutien vis-à-vis des femmes qui sont dans le besoin d'être soutenues. Et donc ce sont des activités comme ça qu'on développe avec des hommes, avec des groupes d'hommes. Et ATBF a initié par exemple l'école des maris, qui est une stratégie que nous menons dans certaines communautés, et le club des garçons. Et donc, c'est des clubs qu'on constitue en petits groupes dans des communautés et on leur renforce, on renforce leur capacité sur les thématiques de la santé sexuelle et de la reproduction, sur les thématiques en lien avec la masculinité positive, sur les thématiques en lien avec l'offre de services en planification familiale. Et ils deviennent des porteurs justement de l'information. Et c'est parmi eux, on va distinguer par exemple des champions. Et des hommes champions pour la planification familiale qui accompagnent leurs femmes pour obtenir des services de planification familiale dans les cliniques. Donc c'est un ensemble d'activités comme ça qui sont mis en œuvre. Donc il y a l'offre de services également qui est promue en termes de stratégie pour prévenir et la prise en charge des victimes. La prise en charge des victimes, on n'attend pas qu'elles soient victimes d'abord, donc on mène des actions en amont pour éviter et renforcer les capacités sur la connaissance du cadre légal. Se demande, est-ce que les victimes savent toujours qu'elles en sont victimes? Oui, c'est une des activités, une des stratégies qui est développée pour renforcer les capacités des personnes susceptibles d'être victimes, afin qu'elles-mêmes soient actrices de leur propre protection. Lorsque nous formons les enfants, nous formons les jeunes, c'est pour justement les aider à être des acteurs de leur propre, de leur propre protection. Et maintenant, autour d'eux, on forme d'autres acteurs comme les adultes, leurs parents, dans les communautés, les leaders communautaires, les journalistes. Récemment, ATBF a formé des journalistes à Kara. Donc c'est justement dans cette dynamique-là de mener des actions pour éveiller la conscience des gens. Chacun jouera sa part, les médias également. Et sans oublier les actions de plaidoyer. Les plaidoyer à l'endroit des décideurs. Tout à fait. Alors, les médias joueront leur part. MAJ fait sa part en étant sur le terrain avec les jeunes. La TBF également met en place tout le dispositif nécessaire pour accueillir les victimes ou sinon les jeunes désireux d'avoir des informations. Toute la population togolaise d'avoir les bonnes informations sur la question, mais il y a aussi une part importante qui revient aux décideurs. Comment est-ce que vous arrivez à les mobiliser autour de vos différentes initiatives? Oui, merci Charlotte pour cette question. Avant de pouvoir vraiment imprégner ou bien impliquer vraiment les décisions à ce que les lois ou bien il y a changement au niveau des normes,
je pense que c'est quand nous, les femmes, nous allons commencer par briser le silence. Tout à l'heure, vous venez de poser la question, est-ce que les femmes même savent qu'elles sont violentées? Ne serait-ce que le mardi dernier, j'ai eu jusqu'à 5 cas. Mais il y a 3 femmes, oui, en une journée, il y a 2 femmes plutôt qui ne savaient même pas qu'elles subissaient vraiment de la violence psychologique de la part de leur partenaire. Mais quand on lui a expliqué et on est allé à fond, vraiment, elles se sont rendues compte que vraiment ce qu'elles laissaient passer, vraiment, ce n'était pas ça. Mais penser que aller briser le silence, d'autres pensent que c'est tout amener son partenaire en prison, quoi que ce soit. Non. Il y a des situations où il faut intervenir. Nous travaillons vraiment en synergie avec des actions, des associations qui interviennent dans différents domaines. Donc, du coup, quand il y a des soucis ou bien ces cas de violence, nous travaillons en synergie pour pouvoir les aider à sortir de ces situations. Donc, je fais appel en même temps à mes sœurs qui sont là, qui nous suivent ou bien qui ont besoin d'aide, de nous approcher vraiment. C'est à base de ces dénonciations que nous avons les cas, par exemple, en 4 ans, nous avons jusqu'à 103 femmes qui ont été violentées sexuellement et jusqu'à 59 cas de femmes qui ont été violentées physiquement. Mais le mardi seulement passé, ou bien la semaine passée, j'ai eu jusqu'à 5. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si effectivement nous ressentissons et on ressort vraiment les effectifs ou bien les femmes arrivent à en parler, je pense que ça peut aider les décideurs à vraiment agir à ce que les choses deviennent normales ou que la femme aussi jouit pleinement de ses droits comme cela se doit. Abdiat, vous voulez rebondir sur la question de la mobilisation des décideurs. Les décideurs aujourd'hui. Alors je dirais que au niveau de la TBF, nous essayons vraiment d'impliquer tous les acteurs, disons à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut les énumérer, les identifier sur ce plateau? Je pense qu'il y a déjà tout ce qui est d'abord bailleur, c'est-à-dire les PTF. Il y a également au niveau de l'État en lui-même, au niveau du ministère. La TBF aujourd'hui collabore avec le ministère de la Santé également. Je pense également le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Action sociale. De l'Action sociale aussi, vraiment. De la sécurité, effectivement. De la justice. De la justice, l'UNFPA et j'en passe. Mais ce que moi je voudrais encore dire par rapport à ces différentes actions, c'est de vraiment accentuer la mobilisation sur la prise en charge de ces personnes victimes de ces VBG-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment pour une meilleure prise en charge, il faut d'abord aussi un centre, par exemple. Un centre d'accueil. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes également qui sont mis en place, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des organisations de la société civile, voilà, pour vraiment dénoncer. Mais c'est comme madame l'a dit, ce n'est pas facile aujourd'hui pour ces femmes-là de vraiment dénoncer. Il y en a même qui ne sont même pas informées qu'elles subissent de la violence, elles sont violentées. Donc c'est vraiment retourner encore une fois aux bases pour vraiment montrer à ces femmes-là que tel acte-là que tu subis aujourd'hui, en tant que jeune fille ou femme, ça constitue une violence. Et maintenant, venir encore une fois au niveau des plaidoyers, pour qu'on puisse vraiment avoir de ces centres-là encore plus confidentiels, puisque ça existe aujourd'hui, surtout au niveau de l'ATBF, avec les mécanismes qui sont mis en place, on prend vraiment en charge ces femmes-là, que ce soit au niveau médical ou au niveau psychologique. Mais c'est vraiment de voir dans quelle mesure on peut étendre ces différentes actions-là, pour que également ces jeunes filles ou femmes qui sont encore une fois dans les milieux reculés puissent également bénéficier de ces différents services-là. Alors, et au-delà des décideurs, les décideurs tels qu'elles l'ont dit, les décideurs se situent à différents niveaux. Voilà. Il y a des décideurs, quelquefois moi je vais même au niveau familial, qui décide dans la famille. Chaque individu. Voilà. Au niveau de la famille, il y a quelqu'un qui détient ce pouvoir-là de décider. Et donc, en termes d'action, les jeunes qui sont dans la famille, les membres de la famille peuvent mener des actions pour l'amener à prendre des décisions favorables à l'épanouissement et au bien-être de toute la famille. Mais particulièrement des filles qui, de manière générale, dans la société, semblent désavantagées en raison d'une répartition inégale du pouvoir. Maintenant, au niveau local, aujourd'hui, avec la décentralisation avancée dans notre pays, les maires constituent des centres de décision très importants. Ils ont pris récemment, il n'y a pas encore longtemps, une initiative, par exemple, d'affecter une ligne dans le financement des actions de santé de la reproduction dans leur communauté.
Donc ça, c'est un pas très important que les acteurs, les décideurs au niveau local ont initié. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le temps, les prêtres, les chefs traditionnels se sont réunis à Noche à travers une grande déclaration. Ils ont essayé de revoir, par exemple, certaines pratiques traditionnelles néfastes aux enfants, aux filles, par exemple, les pratiques de mariage précoce, les pratiques de mise au couvent des enfants qui généralement pèsent sur la jeune fille, mais qui la met au couvent pendant une longue durée et la sort du circuit de des formations professionnelles ou de l'éducation scolaire. Il y a la réalité de l'excision également dans cette communauté. La réalité de l'excision pour laquelle, par exemple, le Togo a initié une loi. Donc ça, c'est le législateur. Donc ce sont les actions des députés. Et donc, ce sont ces différents acteurs-là sur lesquels nous pouvons mener des actions de plaidoyer, des discussions pour leur faire comprendre la pertinence, quelquefois même de modifier une loi qui sera beaucoup plus adaptée à l'épanouissement des filles et puis des femmes dans notre pays. Justement, on va parler des lois. Il y a eu des avancées ces dernières années quand même, prenant en compte également la notion du genre. Et quelles sont ces lois aujourd'hui qui, ayant été avancées, facilitent également votre travail sur le terrain? Tout à l'heure, en parlant de l'action des décideurs, par exemple, j'avais voulu partager avec vous aussi une initiative récente de la fêtière des communes du Togo, à travers un de leurs projets qui a mis en place une maison de promotion féminine à Atapamé. Donc vous voyez, c'est un cas dans lequel les femmes vont bénéficier de renforcement de capacités, où elles vont aller et vont bénéficier d'une écoute attentive en lien avec les difficultés et les problèmes qu'elles rencontrent. Vous voyez. Et maintenant, en termes de loi, le Togo est riche en lois protectrices. Le Togo est très riche en lois protectrices. Le défi, c'est l'application stricte de ces lois. Récemment, en 2022, le ministère de l'Éducation, à travers son chef, le ministre Kokoroko, ils ont initié une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Une loi qui réprime les violences à caractère sexuel en milieu scolaire comme en milieu d'apprentissage. Donc ça, c'est un pas très important. Ils ont pris des dispositions, par exemple, pour éviter qu'une fille qui tombe enceinte ne soit pas exclue du cadre scolaire. Donc ça, c'est des initiatives. Quand vous prenez, par exemple, le code togolais, le code de l'enfant togolais, c'est un code qui regorge de multiples articles qui protègent les enfants et les filles. Où, par exemple, l'âge de mariage a été relevé à 18 ans. Ce n'était pas le cas avant 2007, avant que ce code-là ne soit mis en vigueur. Donc, il y a toute une production législative qui existe dans le pays et par rapport auquel nous pouvons dire qu'il y a de bonnes initiatives. Maintenant, le défi, c'est d'appliquer de manière stricte. Lorsque, par exemple, on a un cas de dénonciation, qu'est-ce que nous rencontrons? On est à la justice, on porte l'affaire à la justice, mais on a des pressions de toutes parts. Parce que l'auteur, par exemple, est un acteur politique dans le milieu. Le procureur va avoir des pressions, les juges vont avoir des pressions. Nous-mêmes qui sommes les acteurs de la société civile, qui menons une action pour la protection et la réhabilitation de la victime, on est victime de ces pressions-là. Et il est vraiment important que des initiatives soient prises aussi à ce niveau-là pour protéger les acteurs qui protègent et promeuvent les droits de l'homme dans notre pays. Voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Tout le monde peut en être victime. Et outre les entreprises ou même les bailleurs qui accompagnent les projets, non. Outre les PTF, justement, les bailleurs qui accompagnent le projet ou même l'État au niveau des entreprises. Il y a des cas qui peuvent survenir. Comment encouragez-vous la création, par exemple, des cellules genre au sein même des institutions ou des entreprises pour déjà aider à régler parfois à la base à certaines situations pour éviter que ça ne s'éclate au grand jour? Vous avez quelque chose à dire sur pour cette question, je peux dire que au niveau des personnes vivant avec le VIH particulièrement, il y a des petits groupes
entre femmes. Et elles, particulièrement ceux que nous suivons chez nous, à l'ATBF, à la clinique principale, elles ont des groupes de discussion. Et même avec eux, on fait des groupes de parole avec des jeunes, des fois avec ces femmes. Et à partir de là, elles arrivent facilement à échanger avec nous s'il y a des petits soucis. Mais en dehors de ça, je pense que dans la société civile, il y a un travail en synergie qui se fait. Par exemple, au niveau de l'ATBF, nous travaillons avec Centre Kekeli qui intervient au niveau des jeunes, les adolescents. Donc, du coup, en synergie comme ça, je pense que le transfert ou bien la prise en charge se fait un peu plus facilement. Parce que le cas que je disais, les cas que j'ai reçus la semaine passée, par exemple, le lundi, j'ai eu une dame qui a été vraiment frappée à mort par son mari avec une blessure, le sang qui coulait partout. Et tout de suite, quand j'ai interpellé le GF2D, ils ont agi. Dans les 24 heures qui suivent, nous avons eu vraiment un retour positif. En dehors de ça, il y a Centre Kekeli, le lendemain, la fille de 14 ans aussi qui a été enceintée par une autre fille de 12 ans qui a été agressée par son papa et qui lui a plusieurs fois des avortements. Et cette fois-ci, qui aimerait faire, mais la fille vraiment qui a eu l'écho de la TBF s'est approchée de nous pour avoir de l'aide. Donc, avec ces manières de mener des actions de façon synergique, ça facilite maintenant la prise en charge ou l'aide vers la population. Donc, si c'est quelqu'un qui reçoit, tout de suite, il sait que la TBF intervient dans tel domaine et rapidement, nous agissons ensemble. Outre la question du bien-être familial, la TBF intervient également sur les questions d'IST, VIH, SIDA. Pourquoi est-ce que c'est très important pour vous d'en parler, surtout auprès d'une cible jeune? Oui, effectivement, nous avons constaté que si on parle vraiment de l'agression, et particulièrement de l'agression sexuelle, nous avons tout de suite, il y a l'action, le manque de consentement qui est là. Donc, tant qu'il y a manque de consentement, donc il n'y a pas de précaution qui a été prise pour la prévention de ces infections IST et VIH. Du coup, ces survivantes courent le risque d'avoir vraiment le VIH. Nous avons eu même un cas où l'agresseur même est négatif au VIH, à l'hépatite, et la survivante était positive au VIH et en même temps à l'hépatite B. Voilà, ces cas-là, si c'est que les bilans ne sont pas faits dans l'immédiat, là, vraiment l'agresseur aussi court vraiment de risque pour être contaminé. C'est pourquoi je vois qu'il y a un lien entre les deux thématiques qu'il faut prendre en compte. Merci. Monsieur Jules, vous voulez rebondir sur une question précédente? Sur la question genre. Vous avez voulu savoir s'il y a des cellules et qu'est-ce qui justifie la mise en place de ces cellules-là. L'approche genre, de manière générale, permet d'analyser les rapports qui existent entre hommes et femmes, surtout les rapports de pouvoir, des rapports de pouvoir inégalitaires qui sont en défaveur de la femme, de manière générale, et qui créent vraiment de la souffrance, qui créent des problèmes pour l'épanouissement des femmes. Et donc, cette approche genre a évolué de manière progressive. Il y a une phase qu'on appelle genre aveugle, où la communauté ou l'organisation n'est pas vraiment sensible aux questions de genre. Après, on est passé à une étape de genre sensible. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'étape de genre transformateur. Et ce qui fait que cette approche-là est de plus en plus vraiment, parce qu'elle est intégrée dans l'approche basée sur les droits humains, qui est une approche aujourd'hui admise de manière unanime à travers le monde entier. Parce que quand vous prenez la Charte des Nations Unies relative aux droits de l'homme, la plupart des pays ont souscrit à ces chartes-là. Et donc, souscrivent également à la mise en œuvre de cette approche-là, qui permet un épanouissement égalitaire des hommes et puis des femmes. Et les organisations de la société civile qui bénéficient de soutien de ces bailleurs-là subissent de plus en plus ce qu'on appelle l'audit genre. Et cet audit-là permet justement d'identifier
les points sur lesquels il faut travailler pour une meilleure prise en compte du genre dans l'activité de ces organisations-là. Quelles seraient, M. Gilles, vos recommandations? Vous voulez terminer? Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, aujourd'hui, dans la plupart des ministères, il y a une cellule genre. Tout à fait. Ça veut dire justement, que l'État lui-même est conscient. À l'exemple des ministères, Ouais. pour une entreprise X qui aujourd'hui souhaite intégrer la notion genre dans sa politique de développement, Oui. quelles sont vos recommandations? Est-ce que cela doit être pris en charge par le département des ressources humaines ou carrément créer une autre cellule avec le soutien des spécialistes de la question de genre? Oui, les organisations fonctionnent de manière différente en fonction de leurs moyens en fonction de leur gouvernance. Tout à fait. Et donc, généralement, pour ces actions assez importantes, c'est la gouvernance au niveau suprême de l'organisation doit intervenir et donner des orientations en termes stratégiques. Et donc, c'est des activités qui doivent être incluses dans la vision à long terme des organisations qui visent une évolution positive justement de ces organisations. Quels seraient les avantages, techniquement, quels seraient les avantages de la mise en place d'une cellule genre au sein parfois même des commissariats, des institutions, même des entreprises à la base? L'avantage, justement, c'est une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des besoins spécifiques des personnes marginalisées. Parce que l'approche genre n'est pas totalement cantonnée aussi sur les femmes. Sur les femmes. Mais elle prend en compte... favorise une meilleure cohabitation des hommes et des femmes. Une meilleure inclusion, voilà, c'est ça. Oui. Une meilleure inclusion et puis un développement égalitaire. Parce que les droits de l'homme constituent vraiment le baromètre à travers lequel toutes les actions sont menées dans les pays comme dans les organisations. Et ces droits de l'homme ont comme principe fondamental l'égalité, la non-discrimination. Donc, et la promotion aussi des talents masculins comme féminins. On va rester sur la question sur les IST, le VIH-Sida. Quelle est la réalité aujourd'hui entre les jeunes filles, les jeunes garçons, les femmes et les hommes? Quels groupes sont les plus touchés? Lorsque nous prenons les statistiques, les statistiques relatives au VIH sont généralement données dans notre pays à travers des enquêtes. Et particulièrement, par exemple, c'est l'enquête EDST qui malheureusement date de 2013-2014, mais qui indique déjà dans ces statistiques que de manière générale, sur les 100 000 cas de personnes vivant avec le VIH, voilà, plus que 60% sont des femmes. Donc, vous voyez, statistiquement, déjà, il y a un déséquilibre en défaveur. Il y a une explication à cela? Oui, l'explication, c'est justement les conséquences de la situation, la situation déséquilibrée de la femme dans les communautés. Elle n'a pas de pouvoir de décision et elle subit la plupart du temps les rapports sexuels au cours desquels elle n'a pas droit au consentement. Elle n'a pas la possibilité de négocier, par exemple, le port du préservatif. Et donc, biologiquement, elle a aussi une certaine défaveur dans la contamination du VIH. Et cela explique. Mais les facteurs les plus explicatifs sont beaucoup plus d'ordre socio-culturel que biologique. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on ne va pas conclure sans parler de l'objectif 95. Vous voulez nous en parler, Monsieur Jules, Madame Aziaka? L'objectif 95, c'est un objectif qui a succédé à l'objectif 3x90. Et donc, en 2022, le gouvernement ont fait le point et ont fixé désormais comme objectif 95, 3x95 d'ici 2025. Et l'objectif au niveau mondial, c'est d'éradiquer carrément le VIH à l'horizon 2030. Donc, cet objectif 90-90, 95-95 constitue des étapes, des jalons pour permettre à tous les pays d'évoluer vers l'éradication du VIH. Satisfait de l'avancée au Togo? Oui, de manière générale, c'est plus ou moins satisfaisant, mais le Togo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a réalisé qu'un seul 95. Il en reste deux. Il en reste deux. Dans le rapport du Conseil national de lutte contre contre le VIH et les IST 2023, donc où les données existent en lien avec ces 3x95, le premier 95, c'est le pourcentage, le taux des personnes séropositives vivant les PV-VIH
qui connaissent leur statut sérologique. Voilà. À ce niveau, on tourne autour de 80-87% au Togo. Ça veut dire que sur les 104 000, on a, selon les estimations de ONU-SIDA, on tourne autour de 104 000 PVVH au Togo. Et sur les 104 000, il n'y a que 89 000 qui connaissent leur statut. Le reste ne connaissent pas leur statut sérologique. Il faut accentuer. Or, la prise en charge du VIH, aujourd'hui, le VIH n'est plus synonyme de mort. Et maintenant, le deuxième 95, c'est que sur les 95% qui connaissent leur statut sérologique, eh bien, 95 doit être mis sous ARV. Et à ce niveau, selon le rapport 2023 du CNLS, on tourne autour de 90%. Ça veut dire qu'il reste encore 5%. Et maintenant, sur le nombre de personnes mises sous ARV, le reste 95, c'est qu'ils doivent avoir supprimé leur charge virale. Ça veut dire qu'ils doivent atteindre un stade de charge virale indétectable dans leur sang. Et à ce stade-là, la personne n'est plus contaminante. Elle est totalement bien portante, elle peut se marier avec même un séronégatif. Avoir des enfants avec cette personne sans risque de contamination. On est là vraiment à la fin de cette émission, mais un dernier tour de table. Amdiat, votre message à l'endroit des jeunes qui suivent cette émission sur ce que vous faites et pourquoi vraiment avoir les bonnes informations. Alors, chaque fois j'ai l'habitude de le dire à mes pères jeunes et adolescents, c'est d'aller également à l'information. Nous ne devons pas toujours attendre que l'information vienne vers nous. Nous devons toujours aller vers l'information en tant qu'adolescents et jeunes et surtout aller vers la bonne information. Et nous l'avons tout de suite, nous avons en parlé. Il y a l'application Info Ado Jeunes qui est là. Il y a également la ligne verte de la TBF, le 8828 qui est là, qui est gratuite. Les jeunes peuvent appeler, il y a des prestataires, des personnes qualifiées pour répondre à leurs questions liées à la SSR, également à la dénonciation des cas de violence basés sur le genre dans leur communauté. Alors encore une fois, c'est toujours prendre des précautions en tant qu'adolescents et jeunes. Nous savons très bien que notre avenir y compte. Notre avenir est également en jeu avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec les cas de violence qui se multiplient. Mais c'est toujours de servir de bon exemple dans nos communautés, dans nos familles, auprès de nos petits sœurs, auprès de nos parents et vraiment contribuer à l'éradication de ces violences basées sur le genre dans notre pays également partout. Merci beaucoup, Madame Aziaka. Avec vous, un message pour encourager les femmes à opter pour la dénonciation au cas important. Ok, merci Charlotte. Je dirais d'abord aux hommes, je vais vraiment encourager les hommes, dire ou participer aux activités ménagères, c'est-à-dire aider sa femme à balayer, à faire la vaisselle, le peu de ce que tu peux faire, ou aider même tes enfants à traiter leurs exercices, à faire un petit travail de l'école, n'est pas signe de faiblesse, c'est plutôt signe d'amour. À tout homme qui le fait, chapeau. C'est une très bonne chose, un encouragement, l'exercice, le changement d'attitude que tu es en train d'inculquer à ton petit garçon qui est à la maison ou au voisin qui est à côté. Alors, je vais directement vers nos sœurs qui sont là. Alors, je fais appel à mes sœurs de venir, unissons-nous pour battre, pour jouir briser d'abord le silence pour pouvoir mieux jouir de nos droits. Et pardon, quand on dit unissons-nous pour jouir de nos droits, il y a d'autres sœurs qui le comprennent autrement, qui vont vraiment par agression plutôt, comme le disait Samantha, c'est pas négociation. Il faut aller dans la douceur et toi aussi pour pas provoquer l'autre ou bien causer la violence à l'autre. Ne nous provoquons pas. Monsieur Jules, pour conclure. Merci Charlotte. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce petit temps avec vous et le partage que nous avons fait avec les téléspectateurs de télévision New World, de New World TV. Nous espérons qu'ils ont pu capter quelque chose. Et ce qui est important à retenir, c'est que les violences basées sur le genre ne sont pas une fatalité. Une grande étude qui a été commanditée par les Nations Unies en 2006 sur les violences à l'endroit particulièrement des enfants a révélé que les violences basées sur le genre, les violences particulièrement, sont omniprésentes. Dans tous les secteurs, ils existent. Et la conclusion fondamentale, c'est que aucune violence ne peut être justifiée et toutes les violences peuvent être prévenues. Et donc, un appel à l'union entre les différents acteurs
pour œuvrer vraiment à l'éradication de ce phénomène-là qui est un grand préjudice. Et l'État aussi qui investit. Nous avons récemment le ministère de la Sécurité qui a initié une ligne verte 1014 qui permet de dénoncer de manière anonyme les violences basées sur le genre. ATBF dispose également d'une ligne verte, le 88-28, qui constitue une ligne à travers laquelle les jeunes peuvent appeler pour dénoncer les violences basées sur le genre, obtenir les services de santé reproductive. Il y a également le ministère de l'Éducation qui a mis en place une ligne pour permettre de dénoncer les différents cas de violence qui peuvent être perpétrés dans les milieux scolaires. C'est le 82-50 qu'il est important de ne plus laisser dormir les auteurs de violences basées sur le genre. Et cela va permettre de créer un monde beaucoup plus sécurisé pour nos jeunes filles et pour nos mamans et pour nos sœurs. Non à la violence pour un monde meilleur. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations utiles. Jules Broukoum, sociologue, assistant programme à l'ATBF Odile Asiaka, assistante médicale à la clinique principale de l'ATBF à Lomé, point focal genre de l'ATBF, puis Mayaba Samata Amdiat, présidente régionale du mouvement d'action des jeunes mages, antenne maritime de Lomé. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. Je le disais, non à la violence pour un monde meilleur. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour. Merci.